Et il a raison, effectivement, Laurent Bizot, on a besoin des métiers du paysage. Et d'ailleurs, on va accueillir et on va les remercier à nos partenaires et établissements de formation qui viennent à l'instant de nous rejoindre sur ce live. Soyez les bienvenus pour cette table ronde. Comment attirer, recruter et préserver les talents dans la filière du paysage. Nous allons tout d'abord évoquer l'attractivité des métiers et les difficultés de recrutement. Alors, quand on regarde les chiffres, effectivement, et on en a parlé, hein, les métiers du paysage sont en pleine évolution et ont du mal à embaucher de nouvelles recrues depuis quelques années. Le secteur rajeunit et se professionnalise. Il offre un panel de formation varié, du CAP à l'école d'ingénieur. Et on va le voir avec nos invités dans un instant. Malgré cela, eh bien, le secteur du paysage peine à trouver de la main-d'œuvre, notamment sur le terrain. Ouvriers paysagistes, chefs de chantier, conducteurs de travaux qui donc manquent à l'appel. C'est plus de 70% quand même des entreprises ligériennes qui déclarent avoir des difficultés pour recruter. Merci donc à nos invités d'être avec nous en plateau. Ils ont fait, vous l'avez remarqué, une entrée à la koh. Voilà, bienvenue dans le conseil. Vous savez ce qu'on dit, à la fin, il ne restera. Non, on ne le dira pas. On ne le dira pas. Bonjour Marlène Pinson. Bonjour. Alors n'oubliez pas, les micros bien sûr, hein. Vous êtes co-gérante de Bru Paysage et présidente départementale Mayenne de l'UNEP. Bonjour Samuel Tricoire, vous êtes Bonjour. conducteur de travaux donc, à Cagev, donc c'est dans le 85, on va en parler dans un instant. Bonjour Quentin Noir, Bonjour. avec son mouton, gérant les moutons de l'Ouest dans le 44. Et bonjour à Christophe Caradieu, donc directeur de Bonjour. la MFR Marie-sur-Lay. On en a parlé effectivement brièvement avec un événement qui aura lieu donc, le 18 mai prochain donc, dans votre MFR. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je propose que tout le monde puisse se présenter rapidement, sa société, son établissement, son parcours. Alors c'est vrai qu'on peut le dire, hein, ils ont donc des problématiques communes sur ces thématiques de recrutement. J'ai pris le parti effectivement avant de rentrer dans le vif du sujet que tout le monde se présente et après on va pouvoir échanger sur différentes thématiques et questions. On va commencer avec vous Marlène. Marlène, vous êtes passée donc de salariée à co-gérante il y a 7 ans. Vous avez quel parcours? Alors, du coup, moi, j'ai fait un bac scientifique, donc d'abord dans un lycée général et j'ai redoublé dans un lycée agricole. Mhm. J'ai fait en fait, après mon BTS aménagement du paysage, une licence aménagement paysager et je suis rentrée en 2006 dans l'entreprise Aubry Paysage, donc que j'avais connue en fait, j'avais fait mes stages dans cette entreprise. Et en 2013, j'ai eu l'opportunité de m'associer pour acheter l'entreprise. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez fait un bac S et que vous avez donc redoublé ce bac dans un établissement qui proposait une filière dans le paysage. C'est comme ça que vous avez découvert donc, la filière. Alors oui, voilà. Et en fait, c'est très peu connu, mais il y a un bac S qui est fait au lycée agricole, ce qui fait Mhm. qu'on s'est retrouvé à 12 élèves. Et j'ai vraiment, alors je vais dire, apprécié de redoubler et de prendre plaisir dans ce lycée. Vous avez combien de salariés? Alors on est 11 au total, donc 2 associés et 9 salariés. Très bien. Samuel Tricoire, alors vous avez un parcours exemplaire, on peut le dire. On aura Laurent Ridier dans un instant, donc, qui est le directeur général de la CAGEV. Hein. Il ne tarait pas d'éloges sur vous. Un parcours exemplaire, expliquez-nous. Bonjour à tous. Donc effectivement, un bac professionnel en aménagement paysager donc à la MFR de Mareuil, Très bien. avec Christophe qu'on parlera tout à l'heure, je pense. Et donc par la suite, j'ai continué mon parcours sur un BTS en aménagement paysager, donc pour une suite plutôt technique finalement. Et après ce BTS, je me suis posé pas mal de questions. Je voulais finalement plutôt effectuer une licence en infographie. Et après de Ce qui n'a rien à nombreux, voir, effectivement. ce qui n'a rien à voir, mais qui restait dans le métier du paysage pour la modélisation 3D Très bien. des jardins finalement. Excellent. Au travers de différentes rencontres, notamment de Monsieur Ridier, du coup de l'entreprise Cagev, j'ai du coup plutôt suivi un parcours d'ingénieur du paysage. Donc sur 3 ans en apprentissage, donc à l'école de l'ITIAP sur l'île, donc dans le nord de la France. Qui est, on le Voilà. rappelle, l'une des meilleures écoles. Et l'une des meilleures écoles aujourd'hui sur le parcours en tout cas technique, Mm. et donc de riches rencontres à la fois professionnelles et personnelles. Alors, vous travaillez à la CAGEV en Vendée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ouais, alors brièvement, donc moi aujourd'hui je suis commercial et conducteur de travaux dans l'entreprise Cagev sur le marché de particuliers, Mhm. qui est en réel essor aujourd'hui dans notre département. Et donc par rapport à ça, effectivement, l'entreprise Cagev Paysagiste est développée sur le département de la Vendée et les départements limitrophes. Et donc nous travaillons sur du marché public, également du marché de particuliers, et à la fois sur de la création et de l'entretien. Et nous avons également une pépinière donc qui s'appelle Végétal 85, qui est située également en Vendée. Voilà. Merci Samuel. À côté de vous, donc on a Quentin. Vous avez créé Bonjour. il y a 4 ans les Moutons de l'Ouest. Alors vous avez on peut le dire, une activité un peu atypique dans la filière du paysage. Complètement atypique en fait. Nous, donc les Moutons de l'Ouest, on est spécialisé dans l'entretien des espaces verts avec des animaux herbivores, donc moutons,
chèvres principalement, Mm. dans l'ouest de la France. Donc en effet, très atypique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'étiez pas du tout, mais du tout parti pour faire du pâturage et monter cette société. Comment ça s'est passé? Ah, complètement, en fait, j'étais vraiment pas destiné à travailler dans le monde du mouton. Même si mon père avait des moutons pour la petite histoire, mais ça m'a jamais vraiment trop intéressé quand j'étais plus jeune. Et puis après, j'ai eu la chance de faire une école d'ingénieur du coup à Nantes, mais en arts et métiers, rien à voir. C'est C'est l'ICAM, hein, ensuite c'est en ça, fait hein. l'ICAM, voilà, Ouais. exactement. C'est à la suite en fait de plusieurs aventures, de voyages à l'étranger notamment et de rencontres que j'ai envie en fait d'associer l'entrepreneuriat avec l'écologie et que j'ai créé les Moutons de l'Ouest du coup en 2016, il y a 4 ans. Donc, en gros, vous nous expliquez que vous avez voulu donner du sens à une activité professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui tient à cœur aussi à Alain Martinois, c'est ça, hein? Exactement, c'est ça en fait. Parce que durant mes stages à l'ICAM, à l'école d'ingénieur, je travaillais notamment dans le bâtiment. C'était très intéressant intellectuellement et très stimulant, mais je me posais la question du sens, du pourquoi, et c'est pour ça que je me suis dirigé plus vers l'écologie par la suite. Vous êtes combien dans votre société? Alors on est 6, du coup, donc principalement, nous on recrute des profils particuliers, des bergers, du coup, qui suivent nos moutons et nos chèvres sur les sites Et d'éco-pâturage. vous avez combien de structures comme la vôtre dans l'Ouest? Vous le savez à peu près? Une dizaine, on va dire. Donc c'est vraiment embryonnaire en fait l'éco-pâturage aujourd'hui, Hmm. mais en plein développement aussi. Très bien. À côté de vous, donc Christophe Caradu, vous êtes donc directeur de la MFR de Mareuil. En quelques mots et quelques chiffres, la MFR de Mareuil? Bonjour à tous. Donc la MFR de Mareuil, donc établissement de formation au métier du paysage. Donc on a actuellement 200 jeunes en formation, du CAP au BTS, avec le principe fondamental de l'alternance, hein, donc la formation école-entreprise, une partie chez nous et une grosse partie dans les entreprises du paysage qui sont partenaires de l'école. Alors, je le rappelle, hein, vous avez donc des structures différentes et pourtant des problématiques communes. Alors, on va parler du recrutement. Avec vous, tout d'abord, Marlène, j'aimerais savoir de quelle façon vous recrutez, vous, dans votre entreprise. Alors, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et puis, on essaie aussi de former les jeunes. Donc, en fait, on prend chaque année un apprenti pour pouvoir en fait former les jeunes pour qu'ils deviennent paysagistes. Donc, en fait, ce que vous mettez en place, c'est vraiment le fait comme action, hein. C'est d'aller toquer à la porte de la MFR en disant « Moi, je prends un apprenti ». Après, il y a beaucoup de demandes. Donc, en fait, les écoles nous connaissent également. Donc, en fait, on a une démarche où ce sont les élèves qui viennent. Donc, nous, on prend un apprenti chaque année et on prend également les stagiaires, des stagiaires régulièrement et également des personnes en formation adulte. Alors, c'est intéressant puisque tout à l'heure, dans les perspectives 2021, Alain Martineau, vous le disiez, vous voulez axer sur la formation. En quoi, pour vous, c'est important de former? Bien, si on souhaite des paysagistes compétents, il faut une formation en fait. Donc il faut les attirer, il faut leur faire connaître le métier, la technique, passer par l'apprentissage. Je pense que c'est une très bonne voie. Très bien. Et vous disiez aussi que vous avez des formations adultes, hein, c'est ça? Oui, voilà, il y a une formation adulte qui est faite en Mayenne. Donc oui, on a 2 salariés qui viennent de cette formation et qui ont été embauchés suite à leur stage. Alors Christophe, vous, la formation, c'est votre truc, hein, forcément. Vous avez donc un bel exemple à côté de vous, donc avec Samuel. De quelle manière et quelles sont les actions que vous menez, vous, au sein de la MFR, pour justement attirer? Alors déjà, il faut savoir que nos premiers prescripteurs, ce sont les entreprises. Hein. Donc le bouche à oreille, les entreprises de l'UNEP. Alors par exemple, l'UNEP, je sais que l'UNEP bat campagne auprès de ses adhérents déjà parce qu'il existe un guide d'accueil de l'apprenti. Donc déjà, on sait que les entreprises sont familiarisées à ce que c'est qu'un apprenti, comment est-ce qu'on accueille un jeune en formation. Nous, ça nous arrive pratiquement directement. Si aujourd'hui, on a des jeunes, c'est parce qu'on a des entreprises partenaires. Demain, pas d'entreprise, pas de jeunes en établissement. Et puis après, ce qui est essentiel pour moi, c'est d'être capable de présenter le métier, susciter l'intérêt, donner envie d'eux. Aujourd'hui, si on ne connaît pas bien les entreprises, si on ne connaît pas bien le métier, si on ne sait pas en parler, si on ne sait pas donner envie, on n'aura pas de jeunes. Vraiment. C'est primordial aujourd'hui pour moi. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en préparant cette émission, vous étiez intarissable justement sur cet item de la formation. C'est normal puisque vous êtes le directeur de la MFR, mais vous mettez un point d'honneur à vraiment vouloir rentrer dans les collèges. C'est vrai qu'Alain Martineau, il l'a fait la semaine dernière, mais à rentrer dans les collèges en disant hey, on a besoin de monde et voilà le métier, quoi. Ah oui, le métier de paysagiste, aujourd'hui, je pense que dans les collèges, il n'est pas présenté ou mal présenté ou peu présenté.
hein. Il est surtout méconnu et aujourd'hui, il faut trouver les ambassadeurs. Et les ambassadeurs, pour moi, alors c'est bien que les écoles, que nous, centres de formation, on aille dans les collèges, on puisse y aller, même si c'est difficile. Mais avant tout, moi je dis toujours, hein, qui mieux qu'un professionnel, qui mieux qu'un paysagiste peut parler de son métier. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit sur ce partenariat. Et de toute façon, nos formations sont sur cette dualité, hein, école-entreprise. Donc aujourd'hui, l'école, on apporte les savoir-être, les savoir-faire, plein de techniques, mais la réalité, elle se passe sur les entreprises. L'entreprise est un vrai lieu de formation. Alors, pour recruter des jeunes dans la filière, est-ce qu'il ne faudrait pas justement faire preuve de pédagogie et d'acculturation auprès des enseignants des collèges? Probablement. Probablement que si. C'est vrai qu'on a du mal, hein, on a beaucoup de mal à aller dans les collèges. Quelques collèges commencent à nous ouvrir la porte et on voit maintenant de temps en temps dans les forums d'orientation, les forums des collèges, le stand où il y a le paysagiste. Et là, quand c'est un paysagiste qui va présenter son métier, on a tout de suite quelques jeunes qui sont intéressés. C'est un métier passionnant, il y a plein de choses à faire, hein. Et je redis ce que j'ai dit, hein, susciter l'intérêt, être capable de bien présenter le métier. Il y a plein d'outils, hein, l'UNEP fait plein d'outils. Ce n'est pas la communication qui manque, c'est vraiment cette porte d'entrée dans les collèges. Alain Martineau. Oui, je crois que pour rejoindre ce que tu dis, Christophe, c'est qu'on a aussi beaucoup d'a priori sur ce métier-là, ou un certain nombre d'a priori. Moi, la semaine dernière, j'ai eu des réflexions comme quoi, oui, mais on est toujours dehors. Oui, mais je crois que 80% du temps, il fait beau dehors, donc on est quand même bien dehors. Hein. Et c'est un métier qui est pénible, c'est un métier qui est... Voilà, on a ce genre de réflexion-là, et donc je crois qu'il faut les battre un peu en brèche parce que ça date depuis très longtemps. La pénibilité, aujourd'hui, on en a résolu une grosse partie. On a beaucoup... Je parle notamment de l'entretien, par exemple, du matériel électrique aujourd'hui, plus de bruit, beaucoup plus léger. Enfin voilà, il y a des moyens aujourd'hui. La pénibilité aussi, c'est tout le matériel qu'on peut avoir pour travailler sur le travail du sol, sur les approvisionnements, sur des choses comme ça, sur des choses qui peuvent être, qui étaient autrefois pénibles, mais qu'on a largement diminué aujourd'hui. Et notamment, c'est aussi pour ça que je pense que le métier peut se féminiser. Il n'est pas assez féminisé. On va en parler dans un instant avec Marlène, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais continuez, bien sûr. C'est très important. Et puis aussi de tous les gens qui voudraient être en reconversion. Comme je disais tout à l'heure, c'est un métier majeur. Oui. Et c'est un métier majeur pour demain. Et demain, c'est pas dans 10 ans. Hein, demain, c'est tout de suite là. Parce qu'on a vraiment du travail à faire. Il y a énormément de techniques, comme disait Marlène et comme disait Christophe. Et c'est toutes ces techniques-là, parce qu'on travaille le bois, on travaille la pierre, on travaille plein de choses. Ces techniques-là, on les apprend à l'école et aussi beaucoup en entreprise. Sur le terrain, et voilà. C'est effectivement. très riche, c'est très diversifié. C'est surtout pas un métier monotone. Alors justement, Quentin et Samuel, est-ce qu'il ne faudrait pas démystifier justement les métiers, la pénibilité, la rémunération par rapport à la filière? C'est vrai que je pense que c'est capital de communiquer. Nous, en fait, on communique pas mal sur les réseaux sociaux et du coup, on a beaucoup de candidatures spontanées de personnes qui veulent travailler en éco-pâturage. Et c'est vrai que moi, j'apporte une grande valeur à la candidature spontanée parce que je trouve que ça montre une prise d'initiative et une motivation. Donc, ouais. Après, on a le souci en fait un petit peu inverse, nous les gens idéalisent aussi le métier de berger en éco-pâturage, quoi. C'est-à-dire qu'ils imaginent qu'on est avec notre petite pâquerette en train de regarder les moutons toute la journée tranquillement, tout ça. Donc, on a aussi un travail de communication à faire là-dessus pour montrer la réalité du terrain, quoi. Ouais, j'imagine. Sur ce côté démystification du métier, sachant que à la base, hein, vous n'étiez peut-être pas parti forcément pour aller jusqu'en école d'ingénieur. Donc sur la pénibilité, sur la rémunération, sur le fait qu'on peut monter en compétences, être très diplômé comme vous? On a la chance d'avoir un métier qui est très très large et qui touche à la fois de la prouesse technique sur le terrain, mais il nous faut des commerciaux, il nous faut des dessinateurs, il nous faut du monde au bureau, des gens sur la route. Donc on a un métier qui aujourd'hui balaye un panel de métiers finalement. Et même sur le terrain, il nous faut, on touche de l'arrosage, on touche de la menuiserie, on touche de la maçonnerie. Donc on a un large panel finalement de métiers dans notre métier de paysagiste. Et donc je pense qu'on se doit de prôner l'apprentissage aujourd'hui dans nos entreprises pour se former d'une part et d'être appuyé à la fois par l'UNEP et à la fois par les écoles qui sont hyper importantes aujourd'hui. Et puis ce que je trouve passionnant aussi dans le paysage en général, c'est qu'on travaille avec le vivant. Ouais, et du coup, moi qui ai fait une école d'ingénieur, c'était vraiment A plus B, etc. Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus de subtilité en fait, dans le fait de travailler avec le vivant, et c'est aussi très difficile, quoi. Sur la pénibilité, on parle des nouvelles technos. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on peut entendre dans les collèges. Hein. C'est bon, moi, je vais prendre ma brouette. Oui, effectivement, ça existe, mais vous faites appel aux nouvelles technos. Ça, c'est intéressant, il faut le rappeler quand même. Ouais, complètement. Moi, je vois dans l'entreprise Cagev, qui est aujourd'hui une entreprise
très importante sur le secteur de la Vendée. On prône à chaque fois absolument les nouvelles technologies, que ce soit à la fois sur le matériel, sur le terrain, pour réduire au maximum les pénibilités de travail. Mais on travaille également en back-office sur toute la partie dématérialisation et sur les parties de nouvelles technologies, que ce soit sur la partie commerciale, sur la partie reporting de nos chantiers. Et ça, demain, c'est des choses qui sont très importantes. Oui. Alors le métier à l'image de Mélanie se féminise, vous en êtes donc le parfait exemple. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, vous, à toutes les jeunes filles qui n'osent pas dire parfois moi j'aimerais bien être paysagiste? D'oser. Oser venir. Alors je pense que les gars le font peut-être plus facilement parce qu'ils se disent que si ça leur plaît pas, ils arriveront à changer de voie. Mais en tant que fille ou femme, on peut le faire également. Donc en fait, c'est vraiment d'oser faire cette formation en fait. Et si jamais ça ne leur plaît pas, elles arriveront toujours à se réorienter. Christophe? Alors, moi je suis complètement d'accord. Et aujourd'hui, je dis que le métier se féminise, mais pas assez. On n'a pas assez de filles en formation. Et en contrepartie, on voit que celles qui ont tenté leur chance, celles qui ont osé, eh ben, aujourd'hui, elles ont leur place en entreprise. Et les entreprises qui ont fait le pas d'avoir une fille dans leurs effectifs, aujourd'hui, ne font pas marche arrière. Et sont les ambassadeurs de demain. Il faut arrêter, comme disait le président Martineau, le métier, les vieux standards, c'est un métier physique, de force, on est fatigué. Oui, c'est un métier, on est dehors, c'est un métier où il faut une force physique, mais il y a tellement de moyens technologiques qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de différence entre l'homme et la femme. Hein. Il y a aussi l'humain qui est de sa nature et de consistance différente. Moi, je trouve que la femme a vraiment sa place dans ce métier. Elle amène une touche de sensibilité, une touche de finition que des fois l'homme n'a pas. Donc c'est un très bon complément pour moi. Je ne regarde pas mes collègues quand je dis ça. Hein, mais... Vous confirmez, Quentin Samuel, ça la touche de subtilité quelque part? Nous, en tout cas, le dernier recrutement, c'est une bergère, Pascaline, qui est arrivée lundi. Très bien, excellent. Du coup, on recrute bergère et c'est top. On a 2 exemples aussi dans l'entreprise. Donc une personne qui est en bac professionnel aujourd'hui à la MEFR de Mareuil, donc Claire, qui a un parcours technique et qui adore le côté entretien. Et à l'inverse, on a aussi Philippine qui vient de rentrer en école d'ingénieur. Donc à l'ITIAP également, qui suit un parcours professionnel très technique et ensuite d'ingénieur dans notre entreprise. Ouais. Est-ce que, Alain Martineau, quelque part, avec ce que nous avons vécu en 2020, ça a valorisé des métiers dits pénibles et dont les métiers de la filière paysage et peut-être apporter un peu plus de garantie sur cette culture du travail? Oui, je crois que... alors, je pense que tous les métiers manuels en général avaient plus ou moins bonne presse avant. On était plutôt sur les métiers intellectuels. On dit si tu veux réussir, faut voilà. Mais aujourd'hui, on voit bien par rapport au parcours de Samuel qu'on peut démarrer déjà à l'école avec en apprentissage sur un CAP, un bac pro et monter et avoir des bagages qui sont très intéressants techniquement et intellectuellement. Et puis par rapport à ce que vous dites, c'est aussi comment dire. Ces métiers-là, on parlait de pénibilité tout à l'heure, et en 2020, ces métiers ont été un peu récompensés par ce qui s'est passé. Et l'engouement, comme je disais tout à l'heure, qui avait été déjà lancé avant pour tout ce qui est environnement, biodiversité, aménagement de l'espace, je pense va rebondir encore en 2021. Et j'insiste au niveau des jeunes, mais il y a vraiment un métier pour demain, il y a une ouverture. Si vous ne savez pas si le métier, demain, il y aura du recrutement ou pas, là, on peut vous dire avec certitude qu'il y en aura. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. C'est vraiment c'est vraiment un métier très, très riche, quoi. En quoi c'est compliqué de recruter dans vos entreprises et dans votre structure? Qu'est-ce qui est compliqué au final? Je vous donne la parole à Samuel parce que je vois Marlène qui réfléchit. Marlène, elle est là, fait attends, oula, oui. Attends, je remets de l'ordre dans ma tête. Je reviendrai vers vous, Marlène. Je pense que ce qui est compliqué, c'est de garder les personnes. Donc, on se doit de jouer sur notre managérial qui est hyper important dans les entreprises, de jouer sur l'attractivité aussi de nos entreprises. Et je reviens aussi sur le côté de jouer la motivation des personnes, quoi. Leur faire confiance aussi, je pense que c'est très important pour faire avancer les choses. Et puis après, nous, on fera notre job de former les gens et puis de les faire avancer sur leur parcours professionnel, mais aussi personnel, qui est très important. Quentin? Pour nous, la difficulté, c'est vraiment de trouver les bons profils agricoles, qui ont les compétences, qui ont les épaules aussi pour réussir dans le métier, quoi. Donc on a beaucoup de candidatures, même quand on poste une offre, on a 40 postulants sur la dernière offre, par exemple. Mais après, on a fait très peu d'entretiens, il y a très peu de profils qui correspondaient vraiment, en fait, quoi.
Donc c'était un petit peu ça la difficulté. On revient toujours à la pâquerette dans la bouche C'est ça, avec, voilà, exactement. avec le chapeau, hein, c'est ça. Marlène? Du coup, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché, quoi. Enfin, je me disais, on a du mal parce qu'en fait, les paysagistes sont déjà en emploi. Donc, en fait, on a du mal à recruter parce qu'il n'y a pas assez de personnes formées. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment accentuer sur... Sur l'attractivité. Voilà. Ça, c'est aussi le job de Christophe, hein, on est d'accord, hein. Ouais, alors nous, c'est vrai qu'on a des jeunes, ils sont très jeunes, hein, ils sortent de troisième. Donc il y a soit ceux déjà qui savent, je veux être paysagiste parce que j'ai une très bonne image ou une très bonne représentation du métier, donc je veux être paysagiste. Et après, il y a ceux qui arrivent là, ils se sont dit pourquoi pas. Et ce qui est primordial aussi, c'est les premiers pas en entreprise. C'est vraiment, moi, c'est dans le monde de l'entreprise, c'est là que les vocations naissent. Hein. C'est pas qu'à l'école. Ouais, je rejoins dans ce que dit Christophe, il parlait du livret d'accueil tout à l'heure. Je crois que ce qui est important aussi, c'est quand les jeunes, nous dans notre communication, je pense qu'on a aussi du travail à faire dans nos entreprises, notre site internet, nos réseaux sociaux, comment on accueille un jeune. Est-ce qu'on fait un livret d'accueil pour les apprentis, mais c'est aussi pour les collaborateurs en général. Moi, ça fait plusieurs années que je veux le faire et que je ne l'ai pas fait encore. Je pense qu'on arrive dans une entreprise, on n'arrive pas dans quelque chose de neutre. Il y a une histoire. Et ça, c'est important parce qu'on doit s'imprégner de ça. Le jeune, il doit arriver dans quelque chose qui a une âme, en fait. Et ça, je pense qu'on n'en a pas forcément conscience. Mais on doit être attaché, on doit se représenter quelque chose de cette historique de l'entreprise pour mieux intégrer l'entreprise, mieux intégrer les équipes. Les histoires de chacun aussi sont importantes. Et je crois qu'on parlait tout à l'heure du parcours à Samuel, mais il est, comme on l'a dit, exemplaire. Mais toutes les histoires sont différentes. Mais c'est ça aussi qu'on doit apporter aux jeunes et qu'on doit faire connaître. Et est-ce que vous avez été formé pour recruter? Parce que c'est vrai que vous êtes responsable d'une TPE, d'une PME, mais vous êtes un peu le couteau suisse, hein, quelque part. Ouais, Ça, c'est sur tous les chefs d'entreprise de TPE, PME, on est d'accord. Ouais, en fait comme dans beaucoup de métiers manuels, excuse-moi Marlène, mais dans beaucoup de métiers manuels, on commence souvent parce qu'on est passionné, on crée son entreprise parce qu'on est passionné, puis après on prend un apprenti, puis après on va prendre un collaborateur. Et en fait, à la base, on fait le métier parce qu'on est passionné. Mais on n'est pas comptable, on n'est pas secrétaire, on n'est pas recruteur, on n'est pas manager, on n'est pas. Et je pense que là aussi, on a beaucoup aussi. Alors, on a des intuitions les uns les autres, on a notre façon de faire, mais on a aussi sûrement là-dessus des choses à apprendre qu'on apprend sur le tas. Mais bien sûr. Voilà, c'est. Alors, sur cette formation, est-ce que vous avez vu des petites formations, des choses? Est-ce qu'on vous a donné des clés? Non, ou est-ce que c'est un peu, parfois, c'est au feeling, oui, voilà, sent la je pense qu'il y a personne. le feeling. C'est vrai que des fois, comme on disait, les candidatures spontanées, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça peut être très intéressant. Après, oui, on n'a pas eu cette formation. Et en même temps, ça évolue tellement. Je pense que, de toute façon, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il y a de plus difficile au sein d'une entreprise. Donc, c'est de toujours communiquer quand même et puis de prendre le temps. Quentin? Non, du coup, pour moi, je pense que ça passe beaucoup aussi par l'échange avec ses pairs, quoi. Donc des personnes échanger entre nous, en fait, notamment ici à l'UNEP, quoi. Je trouve que c'est super intéressant, ou même d'autres chefs d'entreprise qui ont les mêmes problématiques. Et du coup, c'est du concret, du pragmatique. Et je trouve que c'est hyper efficace, quoi. Ouais, j'ai eu la chance au travers de ces 3 ans à l'ITIAP, donc à Lille, d'ingénieur paysage, de rencontrer beaucoup de monde, donc à la fois sur le côté personnel mais professionnel. Et je pense que ces rencontres au biais de salons, au biais d'entreprises, aujourd'hui à l'UNEP, voilà, ça permet de fédérer et surtout de se faire un carnet d'adresses et puis de pouvoir ensuite, pourquoi pas, proposer des formations, des choses comme ça, quoi. Ouais. Est-ce que, Christophe, d'après vous, on valorise assez la formation et l'apprentissage? Alors, c'est un débat médiatique, hein, parce que ça a été renforcé pendant le Covid. On dit qu'on fait beaucoup de choses pour l'apprentissage. Il se fait des choses pour l'apprentissage. Pour rester sur la profession de paysagiste, je vois sur la table, il y a plein de publications UNEP. Et aujourd'hui, faut aussi que les écoles puissent les avoir, les comprendre, s'en servir. Il existe plein de choses. On parlait juste avant est-ce qu'on est formé pour le recrutement? Oui, pour présenter un cursus de formation, c'est quoi un CAP, c'est quoi un BEP, c'est quoi un bac pro, un BTS, ça on sait faire. Présenter le métier, c'est différent. Tous ces outils existent, il faut savoir se les approprier, les utiliser. Il y a quelques années, je ne sais plus, Alain, tu me diras peut-être, mais l'UNEP a fait un super document avec l'ONICEP en présentant le métier de paysagiste, avec des parcours, des profils, des choses parlantes. Ça, c'est des documents qu'il faut faire vivre. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on aura du mal à fidéliser nos jeunes. Hein. Alors, c'est ce qui est intéressant, parce que là, on parle effectivement des jeunes qui sont de 4e, 3e concernant la MFR. Vous faites du recrutement avec de la formation pour adultes. Vous avez fait 2 recrutements, je crois. Quel profil avaient ces 2 personnes? Donc, il y avait une personne qui était plus dans le commercial. En fait, ils vendaient des clôtures et des portails. Et en fait, je pense qu'en voyant
En fait, c'est quand il a vu les paysagistes qui posaient, qu'il s'est rendu compte qu'il aimait ce métier. Donc en fait, il a refait une formation d'1 an pour devenir paysagiste. Et du coup, l'autre personne en fait faisait de l'entretien en collectivité. Donc en fait, il a souhaité refaire une formation pour faire plus de création. Donc en fait, changer, quand on dit la diversité du métier, c'est ça aussi. Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, il y a quand même de la main-d'œuvre qui existe, hein, potentielle, avec toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement attirer ces personnes qui sont adultes et leur faire changer de cursus et d'activité? On parlait tout à l'heure de mécanisation, mais il y a aussi toute la numérisation. Aujourd'hui, quand on peut communiquer, on le fait très peu. Aujourd'hui, on n'est plus à remplir pour beaucoup d'entreprises. Il y a une transformation en train de se faire, remplir des feuilles de chantier, remplir des contacts avec les clients en direct sur des iPhones, sur des tablettes, sur les chantiers. Ça se fait de plus en plus. Ça, c'est important pour une nouvelle génération. Je pense qu'il faut aussi... il y a une part de rêve dans ce métier-là. Il y a une part de rêve, on crée de la nature qui va pousser, qui va grandir, on n'est pas sur quelque chose de stable. Donc cette part de rêve, cette part artistique aussi, parce qu'on crée aussi le côté artistique. Je pense qu'il y a ces sensibilités-là aussi qu'il faut faire ressentir. On est peut-être resté un peu trop, il faut savoir aussi se remettre en cause des fois, peut-être dans un carcan un peu du métier brut de pomme comme ça, mais pourquoi on aime ce métier? Il n'y a pas que parce qu'on va mettre une plante dans la terre, il y a plein de choses autour. Donc on crée quelque chose, et c'est cette création-là qui va bouger, qui va pousser, qui va embellir. Voilà, il y a une vraie reconnaissance derrière ça, quoi, je pense. Alors justement, je viens de recevoir une question par SMS, question qui a été posée il y a un instant, c'est que pensez-vous de la reconversion des adultes, hein, justement? Ça revient à ce que nous parlait Marlène. Pour moi, il y a de la motivation en fait. Parce que quand on est dans une voie et qu'à un moment donné, on se pose la question et qu'on reprend une formation, je pense qu'en tant qu'adulte, il faut vraiment être motivé pour le faire. Donc ça peut vraiment être des bons profils. Ouais. Très bien. Nous, typiquement, les 2 derniers recrutements, c'était 2 personnes d'une quarantaine d'années qui ont fait le choix de changer de métier, qui se sont formés, qui ont pris l'initiative de se former vers l'éco-pâturage, et du coup, on ressent la motivation, quoi. C'est génial. Et du côté de la CAGEV, est-ce que vous faites de la formation pour adultes? Est-ce que si on vient vous voir, on est en recherche d'emploi, est-ce que potentiellement, vous pouvez le recruter? Oui, et on le fait parce que voilà, on est comme partout, on manque de main d'œuvre aussi. Donc, ce qui tape à la porte, voilà, on réfléchit et étudie. les profils motivés sont limite des fois les plus forts sur les profils techniques. Quand on a de la motivation, et bien derrière, nous, ça va être encore notre job de venir les former. Et voilà, le profil suit ensuite dans l'entreprise. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'à la MFR, vous faites de la formation pour adultes? Est-ce que vous avez un cursus? Alors, à la MFR de Mareuil, non, mais la formation pour adultes existe dans la région Pays de la Loire. C'est quelque chose qui prend de l'essor. Je sais que le Conseil régional des Pays de la Loire est très sensible à ça, l'UNEP aussi. Et il y en a, hein, comme dans l'entreprise de Marlène, il y a plein de personnes qui s'orientent vers le paysage après une expérience de vie, une expérience professionnelle divers. Alors, oui. Non, pour rejoindre ce que dit Christophe, c'est que il y a quelques années, voire quelques décennies, les gens commençaient un métier, ils faisaient toute leur carrière dans ce métier, voire toute leur carrière dans la même entreprise. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Hein, les jeunes, ils aspirent à faire plusieurs métiers, à faire plusieurs entreprises. Et donc, il faut qu'on s'adapte à cette mouvance, aussi à cette dynamique-là. Et il faut qu'on soit prêt et à l'écoute. Et je peux comprendre que des jeunes qui ont 14-15 ans, on est passé par là, se disent en même temps, je ne sais pas ce que je veux faire. À 14-15 ans, c'est compliqué de faire un choix, surtout quand on ne connaît pas forcément les métiers. Donc je crois que c'est plus après, quand on grandit, quand on est un peu vieux, qu'on a fait une expérience, et c'est là qu'on a pris un peu de recul, qu'on s'est cultivé, qu'on se dit, tiens, je vais changer de métier, ça me plairait bien. Et, voilà. Et on a tous, oui, c'est vrai, dans nos entreprises, des gens qui ont des cursus différents, qui viennent faire des expériences et qui viennent dire, oui, ça me plairait bien, en fait, faire des stages. Et pose des questions, mais c'est très intéressant ça. Et on a des motivations, en général des gens très motivés. L'expérience aussi qu'eux, ils ont dans d'autres entreprises et dans d'autres domaines en fait. Ça c'est vraiment intéressant. Il y a Vincent Tallier qui nous dit par SMS qu'il existe aussi le GEC AgriCalif pour accompagner les adultes. Donc voilà, donc ça c'est une info aussi qui est importante qu'on peut donner donc, aux personnes qui nous regardent. Pensez-y vraiment. Concernant les jeunes, est-ce que vous trouvez que les enjeux climatiques qui ont accéléré la prise de conscience, celle que le végétal est la solution pour améliorer le cadre de vie, le bien-être ou encore la santé, est-ce que cette prise de conscience chez les plus jeunes peut jouer dans l'envie de s'orienter vers les métiers du paysage ? Je pense que oui, moi je l'ai vu à travers ces 3 ans, parce qu'on a fait des rencontres exceptionnelles avec des écoles et puis aussi d'autres professionnels. On a un métier là encore qui touche aussi de l'urbain.
sur des aménagements de marché public par exemple, et on a un réel essor et on se doit de l'avoir de toute manière sur des nouvelles choses de développement durable, d'éco-pâturage. On a un bel exemple ici avec nous aussi aujourd'hui. Oui, Alain? Non, non, c'est bon. Non, ça... Pardon. Il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est vraiment intéressant, cette prise de conscience. Est-ce que vous le voyez, vous, à la MFR? Oui, on le voit bien. On a connu, il y a une dizaine d'années, dans les aménagements, dans les programmes d'enseignement, on allait beaucoup vers le minéral. Et il ne fallait pas qu'on arrive à tout minéral. Et justement, le virage a été bien repris. Les professionnels se sont rebattus pour remettre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait un volte-face et qu'on repart avec une prédominance du végétal. Le végétal dans le jardin, c'est le métier de paysagiste à la base. Oui, complètement. Et alors, Alain, pour le coup, là, je m'adresse à vous. Sur cette table ronde, vous vouliez insister aussi sur le fait, et ça on en a parlé, du fait de donner du sens à son activité. Ouais. Ça, c'est important pour vous. Oui, je pense que c'est donner du sens à l'activité. Je pense que du sens à son métier. Quand on fait un métier, il faut être fier de ce que l'on fait. Il faut le faire avec passion. Si on ne fait pas quelque chose avec passion, on le fera forcément moins bien. Donc moi, c'est ce que je dis à mes collaborateurs quand ils viennent le matin. Je dis, il faut que vous veniez avec le sourire et la passion, ou au moins l'envie. Et donc quand on a des gens qui sont comme ça, mais ça se passe forcément bien. Mais il faut voir, alors on en reparlera peut-être tout à l'heure sur la fidélisation, mais de la reconnaissance, il faut, voilà. Et donc je pense que la reconnaissance de ce métier-là, qui est encore une fois un métier majeur pour demain, et notamment tout ce qui est environnemental, il faut vraiment qu'on communique là-dessus les uns et les autres pour attirer les jeunes là-dessus, et ça va donner un sens à leur vie. Et ça, c'est très important, je pense. Alors, vous le savez, on a le savoir-faire, le savoir-être, et donc le savoir-faire maintenant. Effectivement, on entend beaucoup parler de savoir-faire. Allez faire quelques recherches, c'est très très intéressant. Dernière question avant de passer à notre prochaine table ronde. Si vous deviez mettre en place une action pour attirer les jeunes, pour attirer du monde dans vos entreprises, ce serait laquelle? Marlène? Eh bien, d'aller dans un collège en fait, parce que du coup, ça permet d'avoir les jeunes assez jeunes. Donc, s'ils ont encore la possibilité en fait de s'orienter vers l'apprentissage, parce qu'on va le redire, l'apprentissage c'est vraiment une belle voie. Donc, en fait, en intervenant dans le collège, on intervient sur des jeunes personnes. On intervient auprès des enseignants pour leur faire connaître le métier. Et on intervient aussi sur la mixité, en fait, aussi bien sur les garçons que les filles, en fait. Donc, ça serait d'intervenir dans le collège. Intervention dans les collèges. Samuel? Moi, j'ai envie de tout simplement dire que notre porte est ouverte en tant qu'entreprise, en tant que parcours professionnel. Voilà, notre porte est ouverte. Venez nous voir, que ce soit des écoles, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. On parlait de contrats. Voilà. Venez nous voir. On connaît le métier, on a des parcours différents. Et on a aujourd'hui un métier qui est juste hyper enrichissant et qui nous offre aujourd'hui un panel de sous-métiers qui est juste énorme. Voilà. Et c'est vrai que, alors Christophe, juste pour vous donner la parole dans un instant, Quentin, vous disiez que ce sont les principaux ambassadeurs, ce sont les entreprises elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment intéressant ce que vient de dire Samuel. Moi, ça reprend un petit peu ce qui vient d'être dit. Nos premiers ambassadeurs sont les entreprises. C'est eux qui connaissent le métier. Et aujourd'hui, il faudrait que les entreprises, comme nous, puissent rentrer dans les collèges et qu'on puisse pouvoir expliquer, bien présenter ce qu'est le métier. Aujourd'hui, la dualité école-entreprise, c'est bien une formation. Il y a une formation en école, mais il y a aussi une formation en entreprise. Les jeunes qui vont en entreprise, ils apprennent plein de choses. Et ça, il faut qu'on soit capable de le véhiculer, de le communiquer. Donc, on rentre dans les collèges avec les professionnels. Alors oui, il ne faut pas se contenter à avoir les documents qui existent. Il faut comme les professionnels comme Alain ou comme les membres de l'UNEP, puissent rentrer dans ces collèges et aller présenter le métier. Quand les jeunes auront pris conscience que ce métier, c'est un métier qui a plein d'atouts, qui est passionnant, c'est un métier d'avenir, on fait tout dans ce métier, je pense qu'ils viendront plus vers nous. Et puis, pas négliger les filles. Moi, je suis le premier convaincu. Demain, la fille est une plus-value dans une entreprise de paysage. Pour moi, c'est clair. Voilà qui est dit. Alors Quentin, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Par exemple, Samuel, vous pourriez très bien communiquer sur les réseaux sociaux avec la CAGEF pour dire venez nous voir, la porte est ouverte, etc. C'est aussi publié sur les réseaux sociaux. C'est la manière dont recrute Quentin. Si vous deviez mettre en place une action. Ouais, c'est vrai que nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram, et ça nous aide beaucoup en fait pour avoir une communication positive et être visible de l'extérieur. Et puis moi personnellement, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé passionnant.
J'avais même du mal à dormir, qui s'appelle le Dream Team de Ludovic Giraudon, en fait, sur toutes ces problématiques justement de recrutement, de management. Et c'est vraiment génial, je le conseille. Ah ben, très bien, merci pour cette info, on ira voir. Et alors vous, dans votre entreprise, Alain Martineau? Alors moi j'insiste beaucoup auprès de mes collaborateurs sur là pareil faire leur un peu eux comment ils sont rentrés dans l'entreprise, l'historique qu'ils ont et comment ils ont été accueillis. Parce que je crois que c'est très important de dire à un moment donné, on a été accueilli dans une entreprise, on a été formé et maintenant on rend l'appareil. Et donc avoir de la bienveillance, expliquer, conseiller et puis après reconnaître le travail qui est fait, la progression. Et je pense que ça c'est important pour les jeunes parce que des fois ils arrivent, ils prennent une boîte et puis ils poussent. Mais non, je crois que c'est plus que ça, apprendre un métier. Alors ça fait partie du métier, mais je crois qu'il va avoir vraiment de la bienveillance et puis être un peu, je vais dire, le chef d'équipe, il faut qu'il soit un peu paternaliste avec ce jeune qui arrive là, qui ne connaît pas l'entreprise. Il arrive dans un monde complètement inconnu, lui. Donc il faut un peu le protéger. L'accompagner, mais vraiment l'accompagner au sens où humainement, quoi, l'accompagner humainement pour qu'il puisse avancer, progresser, quoi, et qu'il se sentir bien, quoi. C'est un travail d'équipe en fait. Oui, complètement. Ouais. C'est un travail d'équipe, ce sera la conclusion de cette table ronde, hein, le mot de la fin. Merci pour vos questions, merci à tous les quatre. Alors, ce n'est pas tout de rendre le métier attractif et de réussir son recrutement. Il faut par la suite fidéliser donc, les collaborateurs, leur donner envie de rester dans votre entreprise. C'est la deuxième partie de cette table ronde. Et avant de retrouver nos prochains invités, je vous propose un film décalé sur les métiers du paysage, vidéo qui sort des sentiers battus, hein, si je peux le dire. Regardez. I never thought of no way to say. Don't give it, don't give it, don't give it this way. Don't give it, don't give it this way. Don't give it, don't give it. Une reconversion réussie peut parfois donner un brin d'énergie. Vous aussi, rejoignez les métiers du paysage sur lesmétiersdupaysage.fr. Allez, donc on va continuer avec vos questions par SMS au 06 78 17 22 66 ou directement sur le chat pour ceux qui ont un compte Google. On a le plaisir de recevoir pour évoquer la fidélisation des équipes Frédéric Gillon du Pôle emploi. Alors, on va faire notre entrée à la Koh-Lanta, hein. Voilà, ils vont arriver. Ils arrivent. Frédéric Gillon du Pôle emploi de Chaland, équipe dédiée à entreprise. Bonjour Frédéric. Alors, Laurent Ridier, directeur général de la SCOP CAGEV, Jérôme Chéron, dirigeant de Jérôme Chéron Paysage et président départemental Loire-Atlantique de l'UNEP. Et puis Bertrand Reynaud, gérant de l'entreprise Les Jardins du Littoral du côté de Saint-Nazaire et la presqu'île de Guérande. Bonjour à toutes et tous. Merci en tout cas d'être présents pour cette assemblée générale de l'UNEP Pays de la Loire. On va commencer avec vous, Frédéric Gillon, sur cette partie fidélisation. Alors ça, c'est vraiment une partie très très importante, hein. Il ne suffit pas effectivement de recruter, mais il faut les garder après par la suite. Alors vous êtes le lien, on va dire, entre ces deux parties, recrutement et fidélisation. Vous menez des actions à Pôle emploi liées au recrutement, à la montée en compétences et in fine, la fidélisation passe aussi par ces formations des salariés. Pourquoi selon vous, tout d'abord, ça sera ma première question, pourquoi selon vous les salariés quittent leur emploi ? Alors, ils quittent leur emploi pour plusieurs raisons. Pour les jeunes recrues, la première raison, ça reste l'écart entre l'idée qu'ils se font du métier de l'entreprise et la réalité. D'accord. Donc, pour pallier à ça, on organise des réunions en entreprise ou en agence Pôle emploi pour leur faire découvrir le métier, l'entreprise, les collectifs, les équipes. Et on organise même des vidéos en entreprise si on en a besoin. Donc, pour leur faire découvrir ça et minimiser l'écart pour les garder du coup le plus longtemps possible en entreprise, tout simplement. Après, la deuxième chose, c'est qu'ils ont du mal à se projeter directement dans la montée en compétences dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on les recrute pour leur polyvalence, ce qui est plutôt logique. Mais après, ils ont besoin effectivement de pouvoir se projeter sur du long terme dans l'entreprise, dans le collectif, dans la stratégie de l'entreprise. Et là, du coup, le Pôle emploi intervient puisqu'on vient apposer, et notamment dans le cadre Un jeune, une solution, le contrat CIE Jeune, on vient apposer directement une stratégie de montée en compétences sur le CDD de 6 mois ou sur le CDI sur plusieurs années. D'accord, très bien. Et on peut également mettre en place des systèmes d'immersion, donc de stages en entreprise, de découverte, pour qu'ils puissent découvrir aussi certaines formations, certaines technicités. Et puis, bien entendu, la formation, donc, qui reste l'élément incontournable pour les entreprises. Donc, formation préalable au recrutement, principalement, où là, on intervient en amont.
et puis directement en entreprise. Est-ce qu'il y a le manque de reconnaissance aussi? Le manque de reconnaissance, évidemment, c'est important de faire comprendre aux salariés qu'ils sont importants, qu'ils sont la base de l'entreprise, qu'ils sont accompagnés par leur chef d'équipe, par leur chef d'entreprise. Ils ont besoin de se sentir impliqués. Et c'est souvent ça qui fait que s'ils n'ont pas de retour, ils vont souvent voir ailleurs. Ouais. Est-ce que le mouton à 5 pattes, et ça c'est un terme qu'Alain Martineau m'a expliqué lorsqu'on a préparé cette assemblée générale, est-ce qu'il existe ce fameux mouton à 5 pattes? Eh bien non, je suis désolée de vous le dire. Et voilà, c'était une légende. C'est une légende, une jolie légende, mais une légende quand même. En fait, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Chaque personne, c'est une pépite que vous allez faire grandir au sein de vos entreprises. Ça va dépendre de votre structure, de la façon dont vous avez acculturé votre collectif, de la stratégie que vous voulez mettre en place, comment vous allez vous développer, si vous souhaitez rester sur une activité ou plusieurs. Je remets bien mon micro. Ouais, très bien. Donc effectivement, le mouton à 5 pattes n'existe pas. La pépite qui deviendra vraiment le diamant brut, là, oui, ça existe, sans problème. Et on Très est là bien. pour vous aider. Quelles sont les missions du Pôle emploi sur cette partie fidélisation dans les entreprises? Alors nous, on a plusieurs missions. On est beaucoup et on a plusieurs missions. Alors pour le conseiller entreprise comme moi, vraiment on est sur de l'accompagnement, sur du conseil. On vous épaule quand ça va pas. On vous aide effectivement. Alors surtout, c'est là le plus important, à prévoir, à anticiper, pour pouvoir effectivement amener les choses progressivement, accompagner le chef d'entreprise. Et c'est surtout, et ça c'est très important, faire des recrutements et des formations, mais surtout des recrutements bien entendu, en maîtrisant les risques et les risques financiers notamment. Et ça c'est important. On peut vous accompagner là-dessus pour éviter des impacts de trésorerie trop importantes, pour effectivement développer peut-être plusieurs embauches au lieu d'une à la base qui aurait été très complexe, mais plutôt multiplier des embauches et en même temps minimiser votre impact trésorerie. Donc c'est très important. Il ne faut pas hésiter, on est joignable. Donc, Très bien. appelez-nous. Est-ce que ça passe aussi par la relation de proximité, cette fidélisation dans l'entreprise? C'est incontournable. On a besoin de connaître vos entreprises, on a besoin de savoir comment vous fonctionnez pour adapter au mieux les profils qu'on va vous envoyer, ou même sécuriser les embauches sur du long terme. Donc oui, c'est très important. On est disponible, on est joignable sur nos portables, on est joignable par mail, sur les divers réseaux sociaux, donc il ne faut pas hésiter. Tôt le matin, tard le soir. Tôt le matin, comme ce matin par Voilà. exemple. C'était tôt. Tard le soir, oui, ça peut être des soirées entreprises. On est présent en entreprise, mais on est présent aussi auprès de fédérations, donc l'UNEP. Moi, je suis déjà intervenue pour l'UNEP de Vendée. Donc, on s'était déjà rencontrés. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est important. On est là et on reflète et on s'adapte à la vie des entreprises. Ouais, c'est ça. Donc si je comprends bien, vous êtes vraiment au cœur de la stratégie de l'évolution des entreprises. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement, justement, puisque vous êtes un acteur privilégié avec le chef d'entreprise? Alors, on met en place plusieurs choses. À l'heure actuelle, on est vraiment dans une démarche en amont. Donc, on diffuse beaucoup sur les entreprises, sur leurs activités. On est là également pour présenter les mesures de formation préalables au recrutement, les financements possibles, les contrats aidés, donc CIE Jeunes, Emploi Franc, donc tout ça. Et on est vraiment là pour être votre acteur privilégié. N'hésitez pas à vous nous appeler. Je préfère que vous nous posiez des questions et qu'on mette des choses en place que de nous appeler trop tard et que ce soit pas rétroactif. Donc voilà. Ouais, très bien. Et puis c'est vrai que c'est intéressant parce que vous me disiez aussi hors antenne que vous faites des petits déj dans les entreprises, Oui. etc. C'est pas mal. Alors, on fait des petits déj tôt le matin. Tôt le matin. On fait des soirées entreprises, effectivement, où on permet aux employeurs d'échanger. Alors, ça peut être par secteur d'activité, mais ça peut être aussi multisectoriel. On met aussi, on essaye aussi de montrer des exemples. Donc pour l'UNEP, par exemple, on va faire parler certains de nos employeurs qui ont déjà embauché grâce à nous. Donc c'est important les échanges et on est vraiment là pour vous aider. Et on peut même mettre en place, faire des vidéos, faire des interventions.
Très bien, merci en tout cas Frédéric Gillon d'être avec nous aujourd'hui pour cette assemblée générale. À côté de vous, on a donc Laurent Ridier. Vous êtes le directeur général d'une entreprise qui a un statut particulier, c'est une SCOP et qui joue pour beaucoup dans la fidélisation, on va réussir à le dire, dans la fidélisation des collaborateurs. Expliquez-nous. Ouais, bonjour Vincent. Alors en effet, c'est un peu particulier nos statuts par rapport à nos confrères, parce que chaque salarié chez nous qui est embauché en CDI a vocation à devenir un associé à part entière, donc un propriétaire à part entière de l'entreprise. Alors c'est un projet qui dure depuis 50 ans et on espère bien qu'il va durer encore au moins 50 ans. Ça serait chouette, je serais peut-être pas là pour le voir, mais pour le moment on y travaille ardument. L'objectif en fait d'intéresser les gens comme ça, c'est surtout de leur faire partager le projet de l'entreprise et qu'ils participent en fait à l'édifice de l'entreprise, à mettre des pierres dans cette entreprise pour lui permettre de continuer à grandir, à se développer, à être présente et à continuer à valoriser leur emploi et leur métier. Alors, on rappelle quand même que 90% des collaborateurs sont associés et vous êtes 114. Tout à fait. Aujourd'hui, on est sur cette échelle-là. Et pour être sociétaire, c'est une réflexion de combien de temps? Alors aujourd'hui, quelqu'un qui signe un CDI chez nous a 2 ans pour prendre une décision. Alors c'est une décision comme qui est lourde de conséquences, puisque si jamais il refuse de devenir associé, il est considéré comme démissionnaire de son emploi. Et elle est lourde de conséquences parce que s'il décide de devenir associé, il va falloir qu'il investisse financièrement dans l'entreprise. Alors chaque scope a ses propres règles de gestion et d'investissement. Nous, chez nous, en fait, il doit investir l'équivalent de 6 mois de son salaire brut annuel. Et pour faire cet investissement, il a 10 ans. D'accord, ok, Voilà. Donc c'est quand même étalé sur, C'est étalé. sur une décennie. Tout à Alors fait. c'est intéressant parce que vous avez une organisation pyramidale, mais vous avez une gestion horizontale. Complètement. En fait, on faut pas se leurrer. Qu'on soit en scope ou en entreprise entrepreneuriale classique, on pilote une entreprise. Donc l'économie est là. Donc il faut bien qu'on la gère d'une façon assez hiérarchique avec des chefs, des ouvriers. Voilà. Donc on est organisé comme ça. Mais par contre, la particularité, c'est dans la gestion stratégique de l'entreprise, dans son développement. On va être sur des décisions qui sont très collégiales puisqu'on va fonctionner avec un conseil d'administration qui sont des élus de l'entreprise, donc des associés de l'entreprise, qui sont élus par ses propres collègues, ses propres associés. Et puis, on travaille avec des commissions en interne, donc des commissions de développement, des commissions de formation. Voilà, on est ouvert à pas mal de choses. Et chaque salarié, chaque associé a la possibilité en fait, de proposer un sujet et qu'on puisse y réfléchir d'une façon collégiale. Donc les décisions sont prises de cette façon-là. Donc c'est bien parce que vous jouez vraiment la carte de la transparence dans le projet Complètement, d'entreprise. ouais. Et ça, c'est vraiment un axe de fidélisation important. C'est un axe de fidélisation. Même on voit, nous, depuis maintenant 10 ans, que ça a permis en fait, d'accélérer un peu notre phase de recrutement et de croissance. C'est important puisque sur les 10 dernières années, c'est plus de 30 personnes qui sont arrivées dans la société qui sont devenues associées. Et quels outils vous utilisez au-delà du fait d'être sociétaire pour fidéliser? Alors, on utilise tous les outils économiques qui sont mis à notre disposition. Donc en effet, puisqu'on investit du capital, eh bien, on va rémunérer ce capital. Et ce capital, en fait, c'est nous qui décidons de la rémunération. Ce n'est pas une banque, des choses comme ça. Donc on va rémunérer ce qu'on appelle les dividendes. On a également tout ce qui va être l'intéressement donc dans l'entreprise. Donc on utilise ce volant-là. Et également la participation. L'entreprise également abonde tous les versements. Alors c'est une enveloppe, bien sûr, on n'a pas des fonds illimités, on décide d'une enveloppe. La particularité, c'est que toute cette partie financière, elle est en interne dans l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qu'on externalise. Donc les associés sont toujours informés, sont au courant et savent que globalement, leurs sous, parce que ça reste leurs sous, ils sont bien dans le portefeuille de l'entreprise et pas mis dans une banque qui va s'en servir pour investir ailleurs. Donc ça, c'est important. Et on peut rappeler quand même qu'il y a une gestion équitable. C'est ça qui est intéressant aussi quand même, on peut le dire. C'est une particularité, c'est que tout est fait d'une façon très équitable. C'est-à-dire que vous soyez là depuis 1 an ou que vous soyez là depuis 25 ans dans l'entreprise, en fait, vous avez la même règle de redistribution. Voilà. Alors, on parle beaucoup de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise qui intègre de manière volontaire donc, par les entreprises les préoccupations sociales et environnementales. Quelle démarche avez-vous initiée? Alors, il y a aujourd'hui une bonne dizaine d'années, on est entré dans la démarche donc, de la FAC 26000, démarche qui me semblait pour moi importante, ne serait-ce que par rapport à notre statut, puisque ce scope a une responsabilité sociétale importante, parce que voilà, on travaille avec des associés et pas simplement des salariés.
C'est une démarche qu'on a tenue pendant 9 ans, qu'on a aujourd'hui arrêtée pour des raisons diverses. Mais ça nous a permis en fait de mettre en valeur tout le travail qui était fait dans le management, dans la gestion de l'entreprise avec sa transparence, comme vous avez dit tout à l'heure, mais également dans sa politique environnementale, dans les choix qu'elle faisait pour aller chercher des marchés, mais également sur le recyclage des déchets, enfin, voilà, toute la palette en fait de la RSE. Et au-delà de ça, vous avez fait en sorte de faire monter vos salariés en compétences. Alors, c'est ça, hein. on Vous pra- avez voilà, nous, on accéléré la formation. Tout à fait. En fait, on pratique en interne la montée en compétences d'une façon, enfin, je ne sais pas si on le fait plus que d'autres, mais en tout cas, c'est un vrai axe. C'est-à-dire que tout poste chez nous d'évolution ou création de nouveaux postes, je sais pas, un conducteur de travaux par exemple, en fait, on va d'abord l'ouvrir en interne. On va d'abord travailler sur les gens qui sont en interne, repérer une pépite, si on en a une, pour essayer de la faire monter en compétences et prendre le poste. On s'est aperçu en fait que ça marchait beaucoup mieux parce que les gens connaissaient l'entreprise, ils connaissaient les attentes également de l'entreprise, plutôt que tout le temps faire appel à l'extérieur. On a malheureusement essuyé pas mal d'échecs sur des recrutements extérieurs, sur des postes de cadre, et voilà, il fallait qu'on trouve une autre solution. L'avantage au moins, c'est que là, on les fidélise parce qu'ils ont un projet d'entreprise, ils ont un projet de développement, ils ont une vraie valeur ajoutée. Très bien. C'est vraiment intéressant la façon dont vous travaillez. Et puis, j'aimerais quand même mon rappel parce qu'ils ont tous les trois donc, une histoire. Il y a une histoire dans cette entreprise. Et ça, c'est important, vous le disiez tout à l'heure. Oui. C'est voilà, 50 ans pour la CAGEV. On va en parler dans un instant pour nos deux prochains invités. Mais l'histoire, la culturation, la culture d'entreprise. Oui. Non, mais c'est hyper important. Même l'histoire du chef d'entreprise, d'où il est venu, comment il a fait. Enfin, il y a un vrai reflet du parcours et l'histoire des autres collaborateurs dans l'entreprise. Il y a un vrai reflet qui va vers les gens qui sont ici. Il dit tiens, bah, lui, il a démarré, il a fait un. On parlait de Samuel Catapaz tout à l'heure, qui a fait un bac pro, qui évolue, qui maintenant aujourd'hui a des responsabilités. Tiens, bah, même moi, je peux progresser. Quelqu'un qui va être ouvrier, devenir chef d'équipe, et un jour, pareil, va peut-être devenir conducteur de travaux parce que il a les capacités, mais aussi parce qu'il le veut. Donc cette vision-là, cette vision d'avoir de la perspective d'évolution, c'est très très important, quoi. Et on va le voir avec vous, Jérôme Chiron. Vous avez une société de 6 salariés que vous avez créée donc, il y a 20 ans. Vous êtes sur quel type d'activité tout d'abord? Bonjour. Alors nous, on est sur la création à 80%, hein, et notamment la maçonnerie et la menuiserie paysagère. D'accord. Vous êtes passé de salarié à chef d'entreprise pour quelle raison? Pour être autonome et puis pour inculquer donner mes idées. Bref, c'est un peu difficile en fait. J'avais préparé la question, mais ouais, carrément. Finalement. Non, mais c'est aussi la liberté d'être un chef d'entreprise, de faire ce qu'on a envie de faire. Non, mais là-dessus. À la base, on se évident. dit ça, oui. Ouais. Finalement, non, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire du tout. Chaque journée est différente, hein. On a beau essayer de la préparer, il y a toujours des petits aléas. Est-ce que vous racontez votre histoire lorsque vous recrutez aux personnes qui arrivent? Oui. Ou alors en tout cas, est-ce que, un, vous la racontez, et de deux, est-ce que ça les touche? Est-ce qu'ils arrivent à s'approprier cette culture d'entreprise que vous leur donnez? Alors moi, je commence toujours par leur demander, eux, ce qu'ils ont fait. Et après, je leur explique mon parcours à moi, hein. Moi, j'ai un parcours, j'étais apprenti, hein, à 16 ans, en BEP. Après, j'ai fait un BTA, un BTS, et quelques années de salarié avant de m'installer. Donc, c'est un parcours qui est pour moi important, parce qu'on n'arrive pas dans une entreprise. Aujourd'hui, les apprentis qu'on prend, sur 6 salariés, j'ai 3 apprentis qui ont été formés chez nous. Quoi. Très bien. Qui ont été formés chez Et nous. vous arrivez à les fidéliser parce qu'ils ont cette culture d'entreprise que vous leur inculquez? Oui, Ouais. on en parlait tout à l'heure en off avec Bertrand. On a un peu l'impression d'être des bons pères de famille. Quoi. C'est ça, mais c'est ce nos que collaborateurs, disait, Alain Martineau, on a du cœur pour eux. Quoi, hein. Beaucoup d'affection. Voilà, Alors, est-ce que l'on manage de la même façon une équipe aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Rappelez-vous. Ah non. Ah ouais, ah non, du tout. On essaie de les coucouner, hein. Il y a 20 ans, c'était un peu à la dure, hein. Moi, j'ai commencé dans mon garage, on n'avait pas de vestiaire, juste un petit micro-ondes. Aujourd'hui, on essaye de faire en sorte qu'ils soient à l'aise autant sur les chantiers
que dans nos dépôts, quoi, en fait, Ouais. hein. Alors, on va rappeler quand même que vous avez fait des travaux il y a 1 an dans votre entreprise pour le bien-être de vos salariés, hein. Oui, tout Vous avez à fait fait, quelques oui. changements quand même. On a fait quelques changements. Oui. On est passé d'un dépôt de 200 mètres carrés à 500 mètres Ah oui. carrés. C'est Avec pas mal. des vrais bureaux, avec une belle salle de réunion, avec une belle cuisine, un réfectoire pour qu'ils puissent, surtout en ce moment, là, Mm. déjeuner à l'abri. Et puis vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez mettre un baby-foot, une table de ping-pong, un flipper pour vos salariés qui nous regardent peut-être. C'était une blague. Dommage. Pas si éloigné que ça, parce qu'on en parlait du baby-foot tout à l'heure. Ah, très bien, vous voyez. Et alors, et grâce à ça, on va quand même le rappeler, vous n'avez quasiment pas d'arrêt de travail. Très peu. C'est génial. Très peu, oui. Alors c'est génial, je sais pas. Oui, oui, c'est plus Bon, que si, génial même. c'est plutôt pas mal. En fait, on est très très équipé, très outillé. Ah, ça fait partie aussi du bien-être des entreprises. On va en Voilà. parler avec Bertrand dans un instant. Ouais, donc ça c'est une chose sur laquelle je suis très très attaché, de façon à ce que il force le moins possible, hein. On a quand même des métiers qui sont pénibles, hein, on est toujours dehors. Et puis on travaille avec des matériaux qui sont très très lourds, hein. Voilà. Donc nous on est très équipés et on essaie d'innover quand on voit les salons, tout ça. Donc quand il y a des nouveautés, je leur en parle. Ou quand ils voient des choses chez nos confrères, on les essaye, on les emprunte et puis on investit. Très bien. Et vous avez aussi des demandes de montée en compétences dans votre entreprise. Oui, oui, forcément. Les gars ont envie un peu de voir autre chose. Donc là, j'ai un de mes gars qui est monté au bureau, hein, qui vient m'aider sur notre logiciel 3D, une journée par semaine. Ce qui fait que son collègue, lui, Valentin, qui était apprenti chez nous, a une envie de former. Donc du coup, quand notre nouvel apprenti est là, c'est lui qui s'en occupe. Donc chacun prend des petites responsabilités et ça fait du bien. Et ça fait du bien, chacun prend ses responsabilités et en fait le savoir-faire se transmet, il y a une transmission qui se crée dans vos entreprises, Ouais. surtout dans celles, dans celles qui ont une histoire, mais pas que, mais en tout cas voilà, ça fait partie aussi de la culture d'entreprise. Oui, c'est ça aussi, hein, la culture d'entreprise, l'appartenance à une entreprise. Et puis quand on parlait des compétences aussi, moi j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas les compétences de chacun qui font qu'on avance, c'est les compétences de chacun mises en commun. Donc, et c'est comme ça qu'on avance, parce que en fait, c'est cet esprit d'équipe, cet esprit d'appartenance à l'entreprise. On a tous des compétences différentes, nos collaborateurs ont tous des compétences différentes, des valeurs différentes. Et quand on met tout ça en commun, là, ça foisonne et ça fusionne, quoi, hein. Et c'est hyper intéressant ça. Et ça, je crois que ces échanges-là, ils sont très riches aussi. Et c'est ce qui fait aussi qui va faire que les collaborateurs, les salariés vont avoir une appartenance parce qu'ils vont sentir qu'ils vont apporter quelque chose, qu'ils vont s'apporter les uns les autres, qu'ils vont grandir ensemble. Voilà. Et là, il y a une vraie cohésion, quoi, je pense. Merci. Oui, Jérôme. Oui, c'est ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est d'utiliser les compétences de chacun. C'est pas les mettre en difficulté. Vous voyez, on va pas mettre quelqu'un qui aime pas tondre à faire de la tonte. Il faut et c'est là où ils s'entendent bien, quoi. Finalement, il y a une branche à tailler. Moi, je veux pas faire ça. Est-ce qu'on peut appeler les gars d'entretien qui viennent nous couper la branche? Pas de souci. Vous voyez, ou on va pas leur dire, non. Vous faites, on va pas faire déplacer un gars. Non, faut les regarder dans leurs compétences. Très bien. Merci en tout cas, Jérôme. Alors, à côté de vous, on a donc Bertrand Reynaud. Alors Bertrand Reynaud, alors vous avez aussi un parcours vraiment très intéressant. Vous êtes gérant de l'entreprise Les Jardins du Littoral que vous avez racheté en 2013. Tout d'abord, combien de salariés vous avez? On est 21 aujourd'hui. Alors votre parcours est intéressant. Pourquoi? Car vous n'avez pas du tout de formation dans le paysage. Avant, vous étiez dans le BTP. Oui, dans le Continue. bâtiment. Oui, tout à fait. J'étais dans un groupe qui s'appelle Bouygues et pendant 15 ans et j'en avais marre du rouleau compresseur. Donc je ne sais pas si le son c'est bon? Oui, bien sûr. Ah, pardon. Et je voulais vivre une petite entreprise et je me suis rendu compte que le paysage était assez proche du bâtiment. C'est faire tous les corps d'état, mais dans le jardin plutôt que dans le bâtiment. Donc je me suis lancé là-dedans et j'en suis très heureux. Bah, en tout cas, ça se voit. Ouais. Hein, parce que vous avez le sourire, Ça vous êtes parmi nous, vous êtes content d'être ici, donc nous sommes d'autant plus ravis. Est-ce que vous avez eu du turnover depuis que vous l'avez racheté, cette entreprise? Très peu. Quand j'ai repris l'entreprise, il y avait 5 personnes, le patron et puis, qui est parti, et puis 4 salariés. Les 4 sont encore là. On est 20 aujourd'hui. Il y a 2 personnes qui sont parties, une pour accident du genou et puis une autre personne qui ne se plaisait pas et qui est partie d'elle-même parce qu'elle ne s'intégrait pas dans les équipes. Sinon, on a fait que embaucher par cooptation, c'est-à-dire que quasiment que les apprentis qui étaient dans l'entreprise, très peu d'ouvriers qui sont arrivés de l'extérieur
Et uniquement quand l'unanimité des salariés déjà en place validait la venue du nouveau. Parce que je ne me sentais pas les ailes d'imposer quelqu'un de nouveau en disant bah lui je sens que son CV est bon, je vais le prendre. Ce que je voulais c'est qu'il soit intégré et coopté par tout le monde. Ah ça alors, franchement, c'est la première fois que j'entends ça. C'est dans une entreprise en disant bon ok, je vous laisse donc décider si on l'embauche ou pas. C'est ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cette, on va dire, ce savoir-faire Oui. technique dès le départ, donc vous faites C'est ça. confiance directe. Oui, en fait j'étais forcé, je me suis rendu compte très vite que j'avais pas la compétence technique des chantiers. Et donc voilà, je ne pouvais pas savoir si une personne qui arrivait allait se plaire, si elle savait faire le métier. Et pour d'autres raisons qu'on va après développer derrière, j'ai passé mon temps à poser la question à mes gars, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous le voulez faire, Ouais. de quelle façon, parce que j'avais une crainte énorme, je l'avoue. Hein, je pensais que c'était une faiblesse de ma part de prendre des mauvaises décisions, ne connaissant pas leur métier. Alors, on va en parler dans un instant. Moi, ce que je comprends, c'est que vous avez fait de vos salariés, donc, et ça fait vraiment partie de la fidélisation, des ambassadeurs de votre entreprise. Ouais, c'est-à-dire que en effet, je leur ai dit que comme je connaissais pas le métier, ils pouvaient prendre en main leur chantier, y compris sur la conception. Alors c'est-à-dire que je fais la conception moi, ou bien le bureau d'études maintenant qu'on en a un. Mais une fois qu'ils dialoguent avec le client, si le courant passe bien, ils peuvent modifier, ils peuvent apporter des modifications, ils s'occupent des travaux supplémentaires. Et comme ils ont la main sur les matériaux, sur les engins et sur les effectifs même de leur propre chantier, s'ils décident d'être 1, 2 ou 3, toute la journée, ils sont à l'aise avec leur chantier et donc à l'aise avec les clients. Et donc ça se ressent chez les clients et chez les autres salariés qui arrivent dans l'entreprise comme nouveaux, comme apprentis. Ils sentent cette autonomie qui leur plaît. Oui. Non, Ah bon. 2 fois. Pardon. Non, je vous rassure. Après, je laisse, Je pensais que vous vouliez rebondir. Non, mais en fait, est-ce que le fait, alors justement, on va revenir sur justement les doutes que vous aviez. Est-ce que le fait de ne pas être du métier a été plutôt une force par la suite? Je dirais que ça a été c'est pas une force, ça a été bien pour les gars qui étaient en place. Parce qu'un nouveau patron qui arrive de n'importe où, on peut se dire il va tout changer, il va faire toutes ses règles. Je ne l'ai pas fait par stratégie, je l'ai fait encore une fois en ayant peur de décevoir. Donc je me suis dit, je vais leur laisser faire leur métier à leur façon. Et ils étaient très heureux. Donc je ne dirais pas que c'était une force, mais c'était une chance pour eux. Et tous ceux qui étaient là au début, aujourd'hui, sont tous devenus chefs d'équipe, même conducteurs travaux. On n'est pas une scope, mais franchement, j'adore le fonctionnement des scopes. Et au final... c'est comme ça que naturellement je le vis. Dès qu'on ouvre des postes aussi, on les ouvre en interne d'abord toujours, et avant de les ouvrir en externe. Alors, vous avez travaillé, hein, vous l'avez dit, donc, dans un grand groupe de BTP. Est-ce que maintenant vous êtes à la tête d'une PME, est-ce que le management se fait de la même façon? Non, pas du tout. Et ça, je suis Ça très fait heureux, rire le président. Ouais. Ah, mais je suis très heureux d'avoir quitté un grand groupe parce que justement, encore une fois, à l'image d'une scope, on peut laisser les gens s'exprimer, on a le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et dans les grands groupes, d'ailleurs, on en parlait quand on s'est eu pour préparer cette assemblée, ils parlaient de RSE. Quand j'étais chez Bouygues, j'entendais parler de ce mot sans arrêt. Je ne savais même pas ce que c'était. Si, je croyais qu'on faisait qu'on finançait des associations, des choses comme ça. Et comme vous me l'avez dit, je pensais que je ne faisais pas de RSE et en fait, je le faisais différemment. Vous allez nous le dire justement, parce voilà. que c'est vrai que vous me l'avez dit, hein, pour moi Ouais. c'est un gros mot. Oui. C'était un peu ça, quoi. Ouais. Et au final, en discutant, en échangeant, en préparant donc cette assemblée générale, vous faites énormément de choses. Racontez-nous ce que vous faites. En fait, je ne fais pas. C'est un constat. Mais comme les confrères qui sont là, au final, je me rends compte. Hein, mais c'est que mon seul souci tous les matins, c'est que les gars aient le sourire. Le reste, je m'en fiche. Ça vient après. Donc en fait, quand on leur demande à quel rythme vous voulez travailler, quand on leur demande comment vous voulez être payé, quand on leur demande quel métier vous préférez faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu préfères la maçonnerie, tu préfères les terrasses bois, bah ok, toi tu vas faire de la maçonnerie si tu as envie. Tu veux essayer de la terrasse bois, tu peux. En fait, quand on les laisse faire ce qu'ils veulent, ils ont le sourire tous les matins. Et quand j'en vois un qui tire la tête, je lui demande pourquoi. Et à force de se préoccuper de ça, et de mettre en place des choses qui leur plaisent, en fait c'est presque facile. Et donc ce qu'on a mis en place en discutant comme ça simplement, c'est des outils de rémunération comme le 13e mois ou l'intéressement, mais c'est aussi la modulation du temps de travail pour leur permettre d'avoir 4 ou 5 semaines de RTT par an, qui peuvent prendre de façon libre, qui permet de fermer l'entreprise quand il y a des ponts ou à Noël quand il fait froid.
des activités sportives, participer aussi à des associations, mais pas en me disant tiens on va faire du RSE donc je vais donner un chèque à une assoce. Je ne savais même pas que c'était ça. C'est juste un gars qui est venu me voir en disant moi je voudrais m'occuper de telle association dans tel village, est-ce que je peux avoir une petite aide? Bon bah oui, ok, on fait un petit chèque parce que ça fait plaisir aux gars en fait. C'est pour aucune autre raison. C'est pas pour faire tiens un jour je pourrais mettre dans une plaquette que je suis RSE quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu un concept hors sol pour certains, la RSE. Hein, Ouais, mais je pense qu'on fait tous de la RSE, Oui. mais dans ce qu'on entend là, on est tous logiques en fait. C'est-à-dire que chaque humain est différent. Et là, on tient compte de ce que dit Bertrand, on tient compte de la sensibilité, on tient compte des émotions de chacun. Et c'est comme ça qu'on fait progresser les gens. Et surtout, on est sensible à ça, quoi. Et dans un grand groupe, je conçois qu'on ne puisse pas le faire de la même façon, mais on est peut-être plus des numéros que des humains, quoi. D'ailleurs, si on a inventé le mot RSE, c'est parce qu'il fallait mettre un mot sur quelque chose, parce que les grands groupes ne le faisaient pas. Je pense que beaucoup de PME, entre 0 et 100 personnes, de toute façon, sont des entreprises à l'image de leur patron, et le patron en général a d'abord ce côté humain. On a inventé le mot RSE pour les grands groupes, c'est tout. Oui, Alain. Oui, je crois que c'est hyper important quand tu dis l'entreprise est à l'image du patron. Et souvent, les clients nous le disent, en fait. Ils nous disent, bah, vos gars, ils ont envie, ils ont le sourire. Voilà. Bah, je dis, bah, ils sont comme le patron. Et ils me disent, bah, c'est vrai en plus. Et en fait, je crois que c'est ça. Il faut arriver à faire passer ce message-là, c'est-à-dire des gens qui viennent le matin avec l'envie, avec le sourire. Et on doit être, par rapport au management d'ailleurs, sur la fidélisation, je pense qu'on doit être exemplaire. On demande à nos salariés, nos collaborateurs d'être exemplaires, d'être respectueux, d'être à l'écoute. Et ben nous aussi, on doit être à l'écoute et on doit être respectueux. Et c'est comme ça cet échange-là qui fonctionne. Moi, je vois dans les entretiens individuels que je fais avec eux, il y a un vrai rapport humain qui s'installe. Et c'est pas de dire, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça va pas toujours bien, je pense qu'on peut tous le dire, mais il y a un vrai rapport humain et il y a une vraie compréhension. Et cette compréhension-là, elle est très importante pour la fidélisation parce que ce sont des personnes entières dans l'entreprise avec une vraie importance et une vraie évolution, quoi. Oui, je dirais une phrase très simple que je n'ai pas inventée, je l'ai lue dans un bouquin, mais elle m'a marqué quand je l'ai lue. On parle de fidéliser, on parle de motiver ses salariés avec des outils, avec des vacances, etc. En fait, on ne fidélise pas ou on ne motive pas les gens. Ils se fidélisent, ils se motivent tout seuls. Et cette phrase disait « Cessez de motiver vos salariés, aimez-les ». Et en fait, à partir du moment où on parlait d'affection tout à l'heure, à partir du moment où on aime ses salariés et qu'on a de l'affection pour eux, bah, en fait, ça se ressent. Ça se ressent, mais ça tourne tout seul. Frédéric, vous le ressentez ça lorsque vous allez dans les entreprises, justement, cet amour pour, quelque part, hein, du chef d'entreprise, pour les salariés, du fait qu'ils soient bien dans leur basket, dans leurs bottes, pour certains? Ah oui, complètement, oui, effectivement, quand il y a un vrai affect qui rentre en jeu, oui, on voit, ça motive. En fait, je pars toujours du principe où la motivation seule n'existe pas. On est tous motivés par quelque chose. Donc, on se motive en fait, c'est pas quelqu'un d'autre qui nous motive. Ouais. On se Exactement. motive. Si on est dans un environnement qui est porteur. Exactement ça. Donc on a besoin dans l'entreprise de cet affect-là pour déclencher une motivation, quelle qu'elle soit. Alors j'ai une question par SMS et je vais saluer Séverine Giacomini de la MSA de Maine-et-Loire. Est-ce que vous êtes accompagné par la MSA, le contrat de prévention? Est-ce que quelqu'un peut en parler? C'est la mutualité sociale agricole. Hein. Oui, mais toi aussi peut-être. Vas-y, oui. je t'en prie. Ouais, vas-y. Jérôme? Je pense qu'on est tous concernés. Oui. Jérôme. Oui, moi, au niveau de mon agrandissement, on a fait un contrat de prévention avec la MSA. On a été très très bien suivis d'ailleurs. Et on salue Séverine. Et bah, ça y est, il est fini là. Hein, donc, vous êtes content? Ouais, très bien. Les gars aussi, hein, parce qu'on a venu nous voir, s'y intéresser, entretien individuel avec chacun pour savoir un petit peu ses désirata sur justement cet agrandissement. Je ne l'ai pas fait pour moi, hein, encore une fois, je l'ai fait pour eux. Donc il était pensé, on l'a pensé ensemble. Très bien. Avec la MSA. Ouais, tu parlais des engins qui facilitent la manutention pour des métiers qui sont très physiques. Et en effet, c'est grâce à la MSA avec j'ai oublié le nom, plan prévention. Oui. On a acheté énormément d'engins de manutention, des brouettes thermiques, brouettes électriques, des ventouses, des pinces, ce que vous avez probablement. Mais financièrement, c'était quand même énorme parce qu'on a acheté 30 000 € de matériel, on a eu 15 000 € d'aide. Donc en fait, c'est énorme. Ça a complètement débloqué le sujet. Et quand on recrute quelqu'un, je recrute souvent les nouveaux avec le conducteur travaux ou un chef d'équipe. Sans même que je le dise, le conducteur travaux, le chef d'équipe dit au nouveau, tu vas voir chez nous, on a des pinces, des ventouses,
débrouette thermique et on n'est pas déglingué en fin de journée, quoi. Très bien. Alors, dernière question. Alors, bon, on a compris que vous mettez plein de choses en place concernant la fidélisation. Quel bénéfice vous en retirez? Le turnover, le zéro, comme on dit tout à l'heure, arrêt de travail. Le bénéfice, c'est que les équipes sont en confiance, elles sont en place, elles sont de bonne humeur, elles se connaissent bien et on bosse dans une bonne ambiance. Jérôme? C'est ça, c'est exactement ça. Et on a des retours positifs des clients. Ça, c'est important. Avec mais des- c'est ça, hein, c'est avec des exactement petites ça, ouais. cartes, donc des petites cartes qu'on punaise au mur. Tiens, un tel est super content. Regardez, il nous a laissé une petite carte avec le règlement. Et ben là, les gars, ils ont encore plus. Ouais, ouais. Et vous, dans une entreprise de 114 collaborateurs? Eh ben, la même chose que mes chers confrères, c'est-à-dire que de la satisfaction, et puis il y a surtout la fluidité également, parce que on gagne, on met tous beaucoup d'énergie dans nos entreprises, et quand c'est fluide et que le message passe bien, eh bien, on est déjà un petit peu moins oppressé. Et ça, c'est un sacré plus. Ouais. Et nous, on a l'habitude de dire dans l'entreprise, mais seul, on va beaucoup plus vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Ah, ça, c'est vrai. Voilà. C'est un adage qui est important pour tout le monde, ça. Ouais, c'est cette vraie confiance réciproque en fait qui est très importante. Et quand on fait confiance, quand il y a de la sincérité, ça coule tout seul et ça va tout seul. Et moi, je sais que depuis aussi que je fais partager, comme tu le disais tout à l'heure, Bertrand, tous les investissements, tous les projets d'investissement, l'avenir de l'entreprise, avoir une vision de l'entreprise, comment on va évoluer. Là, on parlait tout à l'heure d'évoluer sur peut-être des projets un peu plus verts, un peu plus voilà. On fait part de ça et naturellement les gens suivent. Le partage aussi, quand on est dans une entreprise, moi j'ai envie de dire, le résultat de l'entreprise à la fin, c'est pas que moi mon travail à moi, c'est le travail de tout le monde. Donc en fait, on a des outils pour partager derrière ça. Moi, depuis j'ai mis en place, comme certains d'entre vous l'ont fait, l'intéressement, le plan d'épargne d'entreprise, tout ça. Et on voit qu'il y a un vrai intérêt et il y a une vraie récompense en fait. On a beau dire que la récompense, elle doit être morale, et c'est important de la reconnaissance morale, mais la récompense pécuniaire, elle est forcément importante aussi. Ouais. Et là, c'est de là qu'on dit, voilà, le chef d'entreprise, oui, c'est le chef d'entreprise, oui, le travail, oui, l'expérience, oui, l'investissement et les risques doivent être rémunérés, mais les collaborateurs derrière, bien sûr qu'ils doivent avoir leur part aussi, parce qu'eux, ils sont partie prenante entière là-dedans. Donc ça fait partie aussi de la fidélisation. Voilà, c'est tout un tout, en fait. Hein. C'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit. Et Frédéric, donc, du côté du Pôle emploi, j'imagine que c'est plutôt confort de travailler avec des chefs d'entreprise qui ont un état d'esprit comme celui-ci lorsque vous avez fait des recrutements, puisque vous avez travaillé avec certaines des entreprises, lorsque vous avez fait des recrutements pour aller voir les personnes qu'ils ont recrutées grâce au Pôle emploi et accentuer sur cette fidélisation. Oui, effectivement. Alors, nous, on accompagne dans le cadre du recrutement. Je voulais souligner aussi quand vous parlez de vos effectifs qui sont qui se sentent bien, qui ont envie de former, nous du coup on permet de vous aider à intégrer les nouvelles recrues et également par le tutorat. Donc pas forcément en passant par une formation externe, mais bien en passant aussi par du tutorat. Et ça implique du coup automatiquement votre collectif déjà en place. Et effectivement, on sent que ça devient une formation d'équipe. Pas du travail d'équipe encore, mais vraiment une formation d'équipe. Ça, c'est important. Mais après, oui, effectivement, on suit nos entreprises au quotidien. Donc, on suit la fidélisation de leur collectif, de leurs équipes. On voit leurs salariés au quotidien. On a des jolis retours aussi, vous savez nous les faire. Donc, dernièrement, une entreprise de l'UNEP, donc à Chaland, effectivement a fait venir plusieurs entreprises avec les salariés embauchés grâce au Pôle emploi. Très bien. Pour faire des échanges aussi sur les formations qui avaient été mises en place. Les contrats aidés, c'est important aussi de notifier qu'on peut aller sur des 22 000 € d'aide à l'embauche par exemple, mettre en avant aussi l'alternance. Donc comme on a discuté sur la première table ronde, mais effectivement il y a un vrai retour des employeurs, mais c'est notre proximité qui fait toute la différence, la connaissance des cultures d'entreprise, on en a parlé, et puis de savoir où vous voulez aller, quoi. Et puis nous, on vous accompagne au mieux, on vous explique ce qu'on peut faire pour vous, pour vos modèles économiques, et puis sur le bien-être de vos salariés et futurs salariés. Et c'est un travail d'équipe, voilà. Ah, mais oui, complètement. De partenariat et d'équipe. Et l'UNEP dans tout ça alors, en termes de fidélisation?
Ah, ça c'est la question c'est là, piège, ça. c'est là, il ne faut pas se tromper. Voilà. Ah, bah alors, juste pour Lunette. préciser, moi, je viens de recevoir un message sur WhatsApp de Béatrice, Béatrice Royer. Et alors, est-ce que vos salariés connaissent l'UNEP et l'UNEP dans tout ça? Bah, Elle a raison, Béatrice, bien non, sûr. mais, oui, c'est vrai, donc c'est important de rappeler l'UNEP. Oui, il y a des outils aujourd'hui qui sont mis en place par l'UNEP, donc c'est intéressant, c'est proposé aux salariés. C'est vrai que nous, si je parle pour ma chapelle, la particularité, c'est qu'on est 114, on devrait avoir un CSE, des délégués du personnel. Eh ben non. On est sur ce qu'on appelle un PV de carence, donc il n'y a pas de CE chez nous, il n'y a pas tout ça. Donc on n'organise pas des grandes fêtes, des grandes manifestations, parce que du coup, en fait, c'est avec nos sous qu'on fait tout ça, donc on le fait d'une façon un peu différente. Et c'est vrai que grâce à l'UNEP, les services plus et tout ce qu'ils proposent, on a donné aux salariés la possibilité d'avoir accès à des... je n'ai pas la liste en tête, mais je sais qu'il y a des tarifs privilégiés sur des voyages, sur des entrées dans des parcs d'attractions, des choses comme ça. Parce que nous, c'est sûr qu'on ne le fait pas chez nous, parce qu'on n'a pas... c'est pas notre vocation de salarié associé. Bon, Béatrice me Merci, fait un signe Béatrice. pour me dire que vous avez très très bien répondu à cette question. Ouais, mais en plus, ce que je voudrais rajouter par Merci. rapport à l'UNEP, c'est que l'échange que l'on a là aujourd'hui et qu'on a avec les gens qui sont à distance, c'est aussi des échanges très riches. Parce que c'est là aussi qu'on dit ah tu fais ça, ah bon, ah oui c'est bien, ah oui. Et c'est comme ça qu'on progresse aussi les uns les autres, et c'est comme ça qu'on progresse dans nos entreprises, qu'on avance, qu'on prend part des expériences des autres, qu'on en profite aussi et qu'on les met en place dans nos entreprises. Donc ça c'est hyper important et c'est grâce à l'UNEP parce que sinon quand on est tout seul dans son coin, voilà, on y va un peu à tâtons, quoi. J'allais dire la même chose que toi, en effet. Il y a peut-être pas une connaissance ou un lien direct UNEP salarié ou fidélisation de les salariés, mais par contre, en effet, tous ces échanges tout au long de l'année qu'on a avec les confrères permettent d'encore plus aller piocher les bonnes idées de fidélisation dans des entreprises de taille très différentes, avec des formes très variées entre scope ou groupe même. Ou grand groupe, donc c'est vraiment ça la chance de l'UNEP. Jérôme, sur l'UNEP? Moi, je dirais que l'UNEP nous unit, en fait. Surtout, c'est beau, hein. Ah oui, c'est beau, là. Ouais. Elles sont où, les alliances, là? Tout à l'heure, en off. J'ai beaucoup de contacts avec mes collègues autour de Clisson, et les gars viennent, même les salariés, ils ont besoin d'un bout d'allage, on a besoin d'une pince, on s'appelle, c'est les gars qui viennent, donc un motoculteur, on est tombé en panne de motoculteur, nous, et du coup les gars vont d'une entreprise à l'autre en même temps, et c'est que des entreprises de l'UNEP, et du coup ils discutent tous ensemble, et ce lien on l'a aussi, quand on vient là, ils savent qu'on ne vient pas là que pour faire la fête. Pour bosser. Surtout en ce moment. L'union fait la force. Merci en tout cas pour vos pistes de réflexion et retour d'expérience. Alain Martineau, qu'est-ce que vous retenez de ces échanges? Encore une fois, c'est des échanges qui sont plutôt très riches. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Tout a été dit là ici. Et encore une fois, je ne regrette pas d'être à la présidence de cette union et de pouvoir échanger, partager et progresser avec tous mes collègues, quoi. Je crois qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Je voulais te remercier Vincent pour l'animation de cette matinée. Merci. Je voulais remercier aussi tous les participants aux tables rondes, les membres du bureau qui sont dans une autre pièce plus loin de notre bureau régional. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais voilà, les circonstances sont comme ça. Je voulais remercier aussi tous ceux qui sont à distance, des institutionnels. On a des fournisseurs aussi qui nous regardent, qui ont participé. Et les établissements de formation, on avait Christophe tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres établissements de formation. Donc ça, c'est important, on fonctionne vraiment tous ensemble. Je vais pas rajouter beaucoup de choses, si ce n'est que on espère se revoir rapidement, et j'espère physiquement, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est la grosse inconnue, on va mettre un gros point d'interrogation. Mais encore une fois, la journée d'aujourd'hui, cette matinée, nous a montré qu'on a besoin de ça et que c'est très important pour nous. Voilà, parce que quand on est chef d'entreprise et qu'on est dans nos entreprises, on est un peu des solitaires des fois et tout nous arrive dessus. Là, on a besoin un peu de prendre des bouffées d'oxygène, des bouffées d'air. Ah bah oui, ça fait du bien. Ouais. Et là, on revient, on se rebooste. Enfin, je crois que mes collègues vont pas dire l'inverse.
Ça, c'est très important, quoi. Donc, encore une fois, le rôle de l'UNEP, là. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Vous pourrez retrouver par la suite cette Assemblée Générale et ces 2 tables rondes en replay. Merci à Béatrice Royer qui est en régie, Catherine Piriou de l'équipe de l'UNEP Pays de la Loire pour l'organisation de cet événement 100% digital. Merci aux équipes de Terra Botanica pour leur accueil et merci à vous de nous avoir suivis. Alors, je vais terminer par une citation que vous aimez beaucoup, Alain Martineau, une citation de Winston Churchill que vous connaissez bien. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Donc soyez optimistes. Je vous souhaite une nouvelle fois mes meilleurs vœux pour cette année 2021 et je vous dis à très vite. I never gonna know that thing. Don't give it, don't give it, don't give it this way. Don't give it, don't give it this way. Don't give it, don't give it. Une reconversion réussie peut parfois donner un brin d'énergie. Vous aussi, rejoignez les métiers du paysage sur lesmétiersdupaysage.fr.